Bonjour, je m'appelle Virginie Rabier, thérapeute en parentalité, et voici mon index ABC. Comment tu es le parent parfait? Ça peut surprendre de prime abord comme ça, mais vous allez voir qu'il y a évidemment une explication à cela. C'est Virginie Rabier qui est installée pour nous présenter son index. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec joie. Il peut choquer ce titre. Il peut choquer, mais c'est volontaire. C'est un peu volontaire. J'imagine. On parle de relation parent-enfant, qui est votre credo évidemment. Ouais. On va voir de quelle manière vous êtes aujourd'hui thérapeute en parentalité. J'ai le sentiment, à l'heure où on enregistre, à l'année où on enregistre 2024, que c'est plus qu'un sujet d'actualité. Ah bah, c'est un sujet qui est archi d'actualité, parce que les systèmes scolaires sont en train de s'effondrer, ne répondent pas aux besoins spécifiques des enfants qui arrivent, parce que ce domaine-là, il ouvre à la fois la parentalité, mais il ouvre aussi au cœur de chacun. C'est l'occasion d'aller s'explorer. Au travers de nos enfants, en fait, on peut découvrir qui l'on est. Voilà, donc... Est-ce qu'il n'y a pas un côté également très déculpabilisant que culpabilisant plutôt, que de faire appel à une thérapeute en parentalité? C'est presque un aveu d'échec pour un parent. Ah, alors moi, je le vois pas comme ça. Okay. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est d'un grand courage et d'une grande envie d'aller explorer tous les mondes inconnus que la parentalité vient offrir. Donc, c'est vraiment une ouverture vers le monde, vers soi, redécouvrir l'enfant qui vit en nous. Mais c'est aussi une manière de solutionner, de régler, d'apaiser une situation familiale peut-être difficile. Alors, c'est souvent en ça. général, les parents qui vont me consulter, c'est parce qu'au départ, il y a une difficulté. Ils peuvent se sentir dépassés pour une multitude de choses. Donc, effectivement, ils arrivent souvent avec des fragilités et des faiblesses. Et tout l'enjeu et tout le challenge de cet accompagnement, c'est de pouvoir redonner à chacun son pouvoir créateur, remettre de la magie dans la parentalité et devenir vraiment acteur de sa propre parentalité. Alors, on va voir quel est votre parcours de vie et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous en êtes arrivé là et pourquoi est-ce que vous êtes officiellement une thérapeute en parentalité. D'ailleurs, est-ce que vous vous prédestiniez à cet univers-là? Vous voulez dire toute petite ou Par exemple Alors non, je crois que toute petite, je me prédestinais à rien du tout. En fait, j'avais pas d'objectif, si ce n'est d'essayer de vivre dans ce monde. C'était déjà pas mal de survivre. Mais c'est venu assez rapidement. En terminale, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le métier d'orthophoniste que j'ai découvert à la télé. Et ça a été une vocation. Ça l'est toujours dans mes fibres, dans mes cellules. Et j'ai fait ce métier-là pendant plus de 20 ans. Il y a déjà la notion d'aide. Ouais. Bon, je crois que je me suis aidée en premier lieu. Sans doute. Voilà, de me recontacter les enfants, les centaines, milliers d'enfants que j'ai accompagnés. Ça a été l'occasion d'aller découvrir l'enfant que j'étais, de comprendre pourquoi c'était si compliqué pour moi, de faire la paix avec tout ça et de pouvoir laisser réémerger la petite Virginie qui avait tellement envie d'aller s'amuser aujourd'hui dans ce monde d'adultes un peu casse-pied, parfois. Et ça parle à tout le monde, que d'avoir cette vision de la vie, évidemment. Le métier d'orthophoniste, par définition, si on prend de manière très littérale, c'est de dire qu'effectivement, vous allez aider des enfants qui sont en difficulté sur la manière de lire, la manière de parler, la manière de s'exprimer, etc. Bon. C'est un problème qui vient des parents la plupart du temps? Alors, je pourrais pas faire... Est-ce que c'est une conséquence? Non, je pourrais pas faire ce raccourci-là, parce que déjà, je trouve que ça pourrait tout de suite engendrer une forme de culpabilité. Alors moi, j'ai jamais été une orthophoniste qui rééduquait. Déjà, j'ai pris ce métier-là sous un autre angle. Mais bon, ça, c'est autre chose. Non, je pense que c'est multifactoriel et ça dépend quel angle de vue on veut se proposer. Si on reste sur la version scientifique, il y a des versions purement neuro, etc. Moi, j'ai eu envie d'explorer tous les aspects. Donc, j'ai l'aspect spirituel, j'ai l'aspect psychologique, émotionnel, relationnel. Donc, je suis pas sûre qu'on puisse toujours trouver les causes. Il y a le transgénérationnel, il y a qui joue, évidemment. Parfois, c'est intéressant. Je sais pas si c'est toujours nécessaire. Le principal, c'est que quand ils arrivent, il y a des difficultés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on crée avec ça? Et comment
on se challenge pour dépasser ça et remettre du vivant dans tout ça. Il y a une thérapeute qui s'était installée à votre place il y a quelque temps de cela, qui a dit, si vous voulez solutionner les difficultés de vos enfants, commencez par solutionner les vôtres en tant que parents. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, oui. Oui. J'aime Donc, bien. c'est qu'il y a bien Oui, il y a toujours un des lien de interactions. cause à effet. Il y a toujours des interactions, mais je pourrais pas dire que les parents sont responsables du trouble, parce que je pense que l'enfant arrive au monde, il n'est pas vierge d'histoire non plus, et qu'il porte aussi un bagage, mais qui est à la fois transgénérationnel, mais qui est propre à lui, et qui va faire qu'il a des expériences à vivre aussi, qui sont bien au-delà aussi des difficultés parentales. Mais cette difficulté qui est présentée, ce qui est intéressant, c'est que ça peut amener le parent, s'il le souhaite et s'il est prêt, à explorer des voies nouvelles. Voilà. Et aller explorer ce qui se passe en lui, les challenges qui se présentent, les difficultés, les émotions qui surgissent, pour pouvoir se libérer de tout un tas de trucs. Ça veut donc dire que votre approche commence par une prise de conscience du parent qui a envie de faire un travail sur lui. Oui. Qui, par voie de conséquence, va rayonner sur l'ensemble de la famille. Oui, je peux pas segmenter. J'ai une vision globale des choses. Si je reçois un enfant, je reçois aussi tout son univers. Et les parents sont évidemment inclus dedans. Donc après, les parents, ils sont plus ou moins en capacité d'évoluer, de faire ce travail-là. Et ça, par respect pour chacun, je ne force pas les choses non plus. C'est vraiment... Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, vous constatez une ampleur des difficultés que les enfants peuvent avoir, et notamment au travers de votre expertise, l'orthophonie? Alors, a priori, ça n'aurait pas tant bougé que ça, mais c'est vrai que moi, je trouve que les enfants viennent manifester des choses de plus en plus flagrantes, des difficultés de plus en plus importantes, de plus en plus fortes. Ils viennent secouer un petit peu tout le système, mais pas que parental, système éducatif, sociétal. Ils viennent mettre des coups de pied dans tout ça pour que ça vienne se casser la goule et qu'on crée autre chose. Voilà. Donc ces enfants-là, pour moi, c'est des maîtres parce que ils sont remplis d'un courage énorme. Pas toujours conscient, évidemment. Hein, on est dans des systèmes inconscients, mais ça demande beaucoup de courage pour aller bouger des choses qui sont profondément ancrées. Mais ce sont des enfants en souffrance. Alors, pour certains. Pas tous, mais la plupart quand même, c'est hyper souffrant de se retrouver confronté quotidiennement à un système qui dit qu'on fonctionne pas et qu'on n'est pas comme il faudrait. Alors ça aussi, on est obligé parfois de s'interroger et de prendre le contre-pied de tout ce qu'on entend, les HPI, les TDAH, etc., les 10 quelque chose, enfin il y en a à foison. Voilà. Est-ce que ça, c'est une manière aussi, moi j'ai entendu des grands philosophes notamment parler de ces phénomènes-là en disant que ça devenait presque une mode et que quand on n'arrivait pas à maîtriser son enfant ou qu'on n'arrivait pas à canaliser son enfant, on se retranche sur cette particularité-là. Vous êtes d'accord ? Je pense que oui. Alors moi, les étiquettes, je les manie avec beaucoup de précaution parce que je trouve que ça peut être très dangereux. Si on ne voit l'enfant qu'au travers de l'étiquette, on le remet dans une espèce de boîte dans laquelle il peut pas du tout s'exprimer. Je ne dénigre pas non plus les étiquettes qui transitoirement peuvent amener des moyens de compréhension. Mais l'idée, c'est de pouvoir oser dépasser ces étiquettes-là. C'est des effets de mode aussi. Les étiquettes, elles changent. Ça dépend quel professionnel on va voir. Si on va voir un psy, il va poser une étiquette. Si on va voir un neuro, il va poser une autre étiquette. Donc c'est pour ça que ça demande à être vraiment... pris avec un certain détachement. Mais est-ce que c'est la solution de facilité que d'entendre des parents dire « de toute façon, c'est pas de sa faute, il est comme si ». Oui, ça peut. Il y a des parents qui vont se retrancher derrière ça, ce qui permet d'apaiser une forme de culpabilité aussi et de trouver une réponse assez rapide à un problème. Quand on est face à ce problème, est-ce que là encore, vous êtes partisan du « commençons chez les parents avant d'entamer quelque chose chez l'enfant » Parfois, c'est pas possible. C'est pas possible d'entamer tout de suite quelque chose chez le parent parce que le parent, il est pas encore suffisamment en confiance. C'est tout un cheminement de créer une relation, de créer un espace où chacun va pouvoir se déposer, oser dire, oser s'explorer. C'est même pas une démarche forcément naturelle chez les gens. J'imagine très bien des parents qui vous confient leurs enfants et au fur et à mesure de votre expertise, vous vous rendez compte que le problème vient des parents. Donc, il faut avoir le courage de pouvoir dire aussi aux parents « Attendez, le problème vient de chez vous ».
Je le dirais pas comme ça. Mais... Évidemment, évidemment, je fais le raccourci un petit peu trivial. Ouais. Mais c'est ça en fait. Ben en fait, chaque situation est unique et je m'adapte à chaque système familial. Il y a des familles pour qui ça sera pas possible d'entendre ça et du coup j'accompagnerai l'enfant pour qu'il puisse suffisamment retrouver en lui ces systèmes de joie, de toutes ces propositions intérieures pour qu'il puisse être suffisamment solide pour fonctionner avec ce système-là. Alors, vous avez sans doute dû remarquer depuis tout à l'heure, et je viens tout de suite sur la dimension un peu spirituelle, c'est assez rare qu'une orthophoniste de formation ait cette ouverture d'esprit-là et se dise qu'il y a des chants qui nous infligent ce que nous sommes aujourd'hui. C'est rare ce discours. C'est assez rare et c'est aussi ce qui a fait que je suis sortie à un moment donné du système parce que j'étais un petit peu écrasée. Moi, je n'arrive pas parce que j'ai ouvert tout ça en moi, c'est-à-dire que j'ai ouvert toutes ces dimensions spirituelles, corporelles, psychologiques. Donc aujourd'hui, quand je reçois un enfant, il est tout ça. Et l'idée, c'est qu'il puisse se reconnecter à tout ça, qu'il sache que il est bien plus que tout ce qu'on dit de lui. Voilà. Une fois qu'on arrive à reconnecter dans la relation cet espace-là, et puis, en fait, il va être capable de se débrouiller dans la vie, quoi qu'il en soit. Mais cette dimension-là, il y a des parents qui ne peuvent pas l'entendre. Alors, j'ai appris à traduire. Il y a un langage, il y a un décodage. C'est ça. Je fais de la numérologie, par exemple, vibratoire tibétaine. Je vais, moi, faire ma sauce dans mon coin et je vais traduire ce que je peux percevoir au travers des différentes dates aux parents. Comme ça va leur donner des outils de compréhension, mais pas forcément avec le langage spirituel. Alors, avant de revenir évidemment sur votre expertise, sur vos projets également, parce qu'il y a des belles choses, il y a même une dimension artistique que je trouve assez fantastique, on va y revenir. Votre parcours de vie, qu'est-ce qui vous amène à devenir orthophoniste? Vous l'avez dit, c'était une émission, je crois que vous êtes tombé sur une émission, je sais plus laquelle, avec des personnes qui n'entendaient pas, qui étaient sourdes et à qui on mettait un implant cochléaire et ils se mettaient à entendre. Je pense qu'au niveau de la symbolique, il a dû se passer quelque chose. Il y avait cet orthophoniste qui accompagnait cette personne à entendre. En tout cas, je sais pas trop dans mon inconscient ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu c'est ça que je veux faire. Voilà, ça a été ça. Je me suis assez embêtée pendant les études, voilà. Et puis j'ai commencé un petit peu à faire ma sauce dans les cabinets, en sachant que j'étais quand même toujours dans cette idée que j'allais explorer des choses, en fait. Parce que je m'explorais, et à chaque fois que je m'explorais, ça ouvrait une porte pour que je puisse l'explorer au travers des enfants. Les enfants, en fait, ça a été... ils m'ont confrontée à toutes mes limitations. À commencer par les vôtres. Surtout les miennes. En fait, ils ont fait un travail. Je sais pas qui était le thérapeute. C'est pour ça qu'un de mes trucs hyper importants, c'est d'enlever cette hiérarchie qui existe aussi dans le domaine scolaire où il y aurait un instit ou un prof qui sait et les élèves qui ne savent pas. Comme il y aurait une orthophoniste qui est soi-disant, qui est sachante et qui va, en fait, je ne sais rien. Quand je reçois quelqu'un, je ne sais rien. Et on va explorer ensemble. Et souvent, les enfants m'ont appris énormément de choses sur moi. Voilà. Donc, grâce à eux, j'ai appris à être beaucoup plus consciente, beaucoup plus présente. Parce que ils ont cette capacité à nous rappeler des valeurs essentielles. Donc voilà. Et c'est de là que commence votre éveil spirituel? Oui, ça s'est fait progressivement. Après, j'ai eu plusieurs étapes, mais je crois qu'il y avait vraiment cette envie de découvrir. Donc, il y a eu pas mal de la psychologie. L'éveil spirituel, il s'est fait peut-être en premier quand je me suis séparée une première fois du papa de mes enfants. J'ai rencontré une amie qui était ostéo et qui a commencé à me raconter des trucs sur ce monde qui n'existe pas, je comprenais rien. J'étais sur la table, je comprenais rien à ce qu'elle me disait, mais je voyais bien que ça s'infiltrait dans mon corps. Donc, je prenais quand même. Puis, j'ai commencé à lire des bouquins, du coup, voilà, pour essayer de comprendre un peu ce qu'elle disait. Et puis, il y a eu le décès de mon père aussi qui a été important, qui a éveillé encore plus ma connexion à l'invisible, au défunt. Mais la maladie? La maladie la vôtre? Alors, j'ai eu une pneumonie. Oui, il y a eu pas mal de petites choses comme ça. La pneumonie aussi qui a commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que mon corps était en train de me dire, qu'est-ce qui se passait que je comprenais pas. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai petit à petit, au fil de mes compréhensions, pris en considération ce corps comme un partenaire à part entière de messages que je comprenais pas forcément. Est-ce que ce questionnement-là et cette recherche de messages, quand vous avez la maladie, vous avez ce questionnement?
C'est-à-dire que les questions que vous venez d'évoquer là, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Non, vous dites ça au moment où vous êtes dans le... Non, au moment où j'essaie juste de me dire que je vais m'en sortir et que ça va aller. Parce que j'étais fatiguée. Non, c'est très vite quand même. Très vite, je me dis... Il y a un truc en fait. Et puis j'avais des amis, dont cette Nicole ostéo qui est très connectée au corps et qui passait son temps à me ramener à de la symbolique. Donc je faisais ces va-et-vient sans toujours tout comprendre, mais je me disais c'est pas anodin quoi. C'est pas anodin. Et au fur et à mesure, ces questionnements et donc sans doute des éléments de réponse que vous avez, vous les adaptez à votre approche thérapeutique avec les enfants? Oui. Alors, le corps était une partie intégrante de mon accueil des enfants. J'avais un escalier quand j'allais au cabinet et dans mon bureau et je regardais comment l'enfant se positionnait, comment il montait les escaliers, comment il vivait, comment il incarnait sa vie, son corps, voilà. Comment les parents se positionnent, comment les parents bougent. Enfin, c'est tout un langage, en fait. Vous savez que maintenant que vous dites ça, tous les parents qui vont emmener leurs enfants dans les cabinets d'orthophonistes, ils vont faire attention à la manière dont mais c'est en fait ils vont se positionner. C'est un langage inconscient et bien sûr. Et il y a pas de en fait c'est juste des indices. Pour moi il y a aucun jugement, c'est juste en fait il y a des enfants par exemple qui ont du mal à s'incarner, parfois ils marchent juste sur la pointe des pieds. Voilà, donc juste observer ça, c'est des témoins en fait, des témoins. Et à chaque fois que vous depuis tout à l'heure, à chaque fois que vous analysez ou vous donnez une réponse, il y a une dimension spirituelle. Vous parlez, ces enfants incarnés, à chaque fois. Ouais. Ben, parce qu'elle est importante pour moi, en fait. Je ne peux pas concevoir quelqu'un comme juste un être humain avec un corps, un cerveau, et parce qu'il y a toute cette autre dimension qui fait que on est des êtres pluriels, en fait, multidimensionnels. C'est pas ce qu'on apprend sur les bancs de la fac quand on veut faire pas du tout, non. Orthophoniste. Hein. Non, pas du tout. Mais moi, ça m'a amené des dimensions tellement nourrissantes, tellement autres. Je trouve ça terrible, en fait, de s'imaginer juste un être humain qui vient sur Terre, qui fait son truc et qui repart et terminé, blackout. Enfin, je trouve que ça donne une dimension. Et avec le décès de mon père, moi, ça a donné une dimension tellement autre, tellement plus vaste. Ça n'empêche pas tout le parcours humain qui est essentiel et important, toutes les émotions à vivre, à incarner. Mais je trouve que d'avoir cette dimension plus vaste, ça ouvre des perspectives illimitées. Et ça vous a considérablement aidé dans justement les diagnostics que vous pouviez faire sur ces enfants et sur les parents en l'occurrence? Ouais, mais ça m'ouvre plein de perspectives. C'est-à-dire que le diagnostic, il va répondre à une donnée qui correspond à cette société. Donc, si ça peut aider l'enfant à vadrouiller dans le cursus scolaire, à être entendu, à être moins critiqué, qu'on lui foute la paix, tout ça, en fait, le diagnostic, il a cette valeur-là. Si ça permet que le parent comprenne, puisse cheminer un peu plus, on utilise ces outils-là. On imagine que modeler un enfant, en tout cas l'aider à s'épanouir, ça doit être bien plus simple qu'un parent qui est dans la quarantaine ou la cinquantaine, à qui il va falloir déconstruire certains fondamentaux. Il y a un peu plus de gros cailloux dans le sac. C'est ça. Mais tous, moi la première, on a tous notre gros sac à dos rempli. Donc votre approche se déroule de quelle manière, par exemple, si vous deviez prendre un cas concret? Eh bien, je peux recevoir les parents, les enfants en même temps. Je vais recueillir en fait les différentes données, laisser une part importante à la parole de l'enfant. Donc c'est un espace que je lui offre en premier, avant les parents. Et sans les parents? Ça peut être avec les parents. Les interactions parents-enfants sont importantes parce que ça me permet déjà de comprendre un petit peu les difficultés de chacun, la posture que l'enfant utilise, enfin. Et puis après, je peux avoir juste l'enfant, l'adolescent aussi. Et puis là, en fonction des besoins, je vais soit m'orienter sur l'axe corporel, soit plutôt sur du coaching, soit, enfin voilà. C'est plus que le job d'orthophoniste. Je suis plus orthophoniste. Maintenant, je suis sortie. C'est ça, j'ai ouvert à toutes les fameuses dimensions. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous connaissez sans doute la chaîne YouTube ABC Talk TV pour découvrir des thérapeutes, des accompagnants de vie, des coachs, des experts. Ils sont tous inspirants, ils partagent leur parcours évidemment et leurs connaissances. Et vous pouvez les retrouver également sur la plateforme dédiée que nous avons montée qui s'appelle l'Index ABC. C'est une sorte d'annuaire, gros annuaire pour sélectionner l'ensemble de ceux qui peuvent composer ces références. Je parle de médiums, de kinésiologues, d'énergéticiens, d'hypnothérapeutes, des psychologues et bien d'autres. Vraiment, on a fait un panel très éclectique et j'ai vraiment souhaité vous aider à trouver celui ou celle qui pourrait correspondre
à votre besoin du moment. Alors pour ça, je les ai tous interviewés, ils sont tous venus s'installer sur ce plateau et vous allez pouvoir donc les écouter, reconnaître leur parcours de vie inspirant, je le disais, sur une plateforme désormais, indexabc.fr. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'intituler, en tout cas d'avoir votre phrase d'accroche de cette manière-là, comment tuer le parent parfait? Alors ça, je vais redonner à César ce qui appartient à César, parce que ce n'est pas moi qui ai trouvé ce titre, c'est l'illustratrice avec qui je voulais absolument bosser. Les éditions Lanor vont publier ce livre et c'est mon illustratrice qui trouvait mon titre vraiment hyper compliqué. Je lui ai parlé de mon bouquin et elle m'a dit ben voilà, c'est ce que tu es en train de dire, c'est ça, comment tuer la mère parfaite. Donc je ne sais pas ce que j'avais dit, mais en tout cas, j'ai fait comme ça et après je lui ai dit mais t'as raison, il est trop bien. Voilà. Alors quelle serait l'explication de texte, le synopsis, puisque ça va faire l'objet et d'un livre et ensuite d'un spectacle. Ouais. Quel serait le synopsis de ce titre-là? Eh bien, c'est un livre qui raconte un petit peu mes expériences de maman, tout mon cheminement au travers du sommeil, de l'accouchement, au travers aussi des expériences dans mon cabinet. Et c'est comment on peut voir les choses sous un autre angle, s'autoriser à se planter, à oser l'imperfection, à oser juste faire des essais-erreurs. Et puis ce chemin de découverte en fait et d'apprentissage parent-enfant. On est des partenaires, on est des coéquipiers et ça fait partie du jeu. Voilà, ça fait partie du jeu. Vous pourriez même dire on a le droit de ne pas avoir été une bonne mère à un moment donné? Ah bah de toute façon on va l'être en fait. Il y a plein de moments où on va se planter, en fait, où on ne va pas répondre, parce qu'on répond au travers de nos filtres, de notre inconscient, souvent. Donc, il y a tout un schéma réactionnel qui se met en route dès qu'on se retrouve face à nos chers enfants qui viennent exprès pour appuyer sur nos boutons. Donc, forcément qu'il y a plein de moments où, en fait, on ne va pas être dans notre vérité profonde. L'idée, c'est d'accepter, justement, qu'on ait tous ces moments où on se plante complètement, mais c'est le terreau parfait pour justement s'observer, conscientiser les choses et s'offrir la vérité de ce qu'on est vraiment. Donc lâcher les croyances. Qu'est-ce que vous n'avez pas, à votre avis, et sans vouloir être intrusif dans votre vie, réussi? Où est-ce que vous vous êtes planté? Si vous deviez donner un exemple, je ne sais pas si vos enfants vont regarder. Alors, je ne vois plus comme ça parce que j'ai fait beaucoup de paix avec plein de choses, mais j'ai été une maman, j'ai beaucoup évolué. Pour ma fille, j'étais une maman, elle faisait énormément de colère, elle dormait pas, donc j'étais une maman qui parfois s'est fait peur avec la violence qui l'habitait. J'ai pu donner des fessées, j'ai pu lui hurler dessus tellement j'en pouvais plus, avec toute la culpabilité qui arrivait derrière. Donc il y a ça, il y a... Et votre fils, vous dites c'est différent, hein? Alors ils ont ça fait partie de... Enfin, je vais pas trop dire parce que ça fait partie du spectacle, mais effectivement, ils ont bien pris leur rôle chacun. Ma fille, elle est arrivée dans le côté émotionnel, donc elle a mis un gros coup de pied dans tout ce qui était émotionnel pour que j'aille voir. Puis mon fils, il est arrivé beaucoup plus calme au départ, mais alors au niveau scolaire, pas un enfant adapté. Scolairement. Il y a beaucoup plus en difficulté, mais en tout cas, il a eu un parcours un peu chaotique au niveau scolarité. Et grâce à lui, j'ai lâché bon nombre encore de trucs, ce qui m'a permis de mettre en place des jeux avec les profs. Enfin voilà, j'ai développé une créativité incroyable grâce à lui. Pour revenir sur votre fille et la situation qui était évidemment difficile, vous l'avez évoqué il y a un instant, il n'existait pas quelqu'un comme vous à l'époque pour vous accompagner. Alors, comment sortez-vous ? Ouais, si, je suis toujours allée chercher. Moi, j'ai commencé à me faire accompagner, je devais avoir 19 ans, parce que j'avais un mal-être qui était extrêmement profond, ce qui fait que j'avais vraiment... il fallait que je m'en sorte, en fait, de ce truc-là. Donc, j'ai toujours eu des psys qui m'ont accompagnée. Donc, plus ou moins compétents. Voilà. Mais au fur et à mesure, j'ai affûté aussi ma capacité à choisir et j'ai rencontré des psys, et ça, j'en parle aussi dans mon bouquin de Bernadette, qui a été vraiment une des psys très importantes dans ma vie, qui est décédée aujourd'hui, et je lui fais un gros coucou et je la remercie. Et qui m'a donné tout un tas d'outils aussi très pragmatiques pour accompagner mes enfants et dépasser les difficultés. Et que vous mettez aujourd'hui en application encore. Et que je mets aujourd'hui et que j'ai pu et que je propose aujourd'hui en fait aux parents. Voilà, c'est un passage de relais en fait.
Si vous deviez donner peut-être les 3 plus grands angles, les 3 plus grosses thématiques qui reviennent régulièrement dans votre accompagnement lorsque des parents font appel à vous, ce serait quoi? Dans les difficultés, vous voulez dire? Ouais. En général, il va y avoir, on vient vous voir pourquoi? Ouais, on vient me voir pour des difficultés de communication, voilà, les interactions, difficultés scolaires beaucoup, parce que j'ai cette fameuse casquette d'ortho qui fait que j'ai aussi toute cette connaissance d'accompagnement. Et puis des moments qui vont être un peu stratégiques, difficultés qui vont être liées à des points sommeil, décès. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui vibre pour moi, la relation à la vie, à la mort. Ouais. Donc ça, c'est un sujet que je peux facilement, ou en tout cas dans lequel je peux accompagner les gens aussi. Voilà. Est-ce que, justement, sur cette thématique du décès, de la mort, est-ce qu'un enfant peut tout entendre? Oui, tout entendre. Ce qui est important, c'est de toujours s'adapter à ce qu'il nous présente lui. Il n'y a pas de remède miracle avec un enfant. Le premier truc, c'est d'observer cet enfant, de lui laisser l'espace pour s'exprimer, de l'écouter et d'aller à son rythme, d'aller à sa rencontre, d'aller sur sa planète. Donc il y a des enfants qui vont poser beaucoup de questions et à qui on va pouvoir répondre. Alors évidemment, il faut adapter son langage plus ou moins. Et puis il y a des enfants avec une seule réponse, ça leur suffira, il ne faut pas aller plus loin. Donc c'est toujours cette écoute très attentive de ce qui est présenté en face. C'est pour ça qu'il faut être accompagné, parce qu'on a souvent tendance à vouloir donner beaucoup plus d'explications qu'il n'en faut. Alors soit on en donne beaucoup, soit on n'en donne pas du tout, ouais. Parce que pour des raisons qui sont personnelles, certains parents sont en incapacité de parler de ça, Oui. puis parce qu'il y a les souffrances qui leur sont propres. Quand on perd quelqu'un, quand moi mon père est décédé, j'ai pas pu mettre des mots tout de suite auprès de mes enfants. Donc on fait aussi avec là où on en est. Ça peut être dit aussi aux enfants. Je peux pas pour l'instant en parler, on en parlera plus tard. Mais c'est quand même important. Moi, ça a été, on m'a pas parlé du décès de ma grand-mère quand j'étais petite. On m'a un peu évincé du truc. Il a fallu que je fasse mon enquête de Sherlock Holmes pour comprendre. Et ça, c'est presque plus douloureux parce que c'est comme si on n'avait pas suffisamment de valeur pour être inclus dans ces expériences-là. Et si on accueille nos enfants et qu'on les accompagne dans ce sujet de la mort, les enfants, la plupart du temps, ils captent 10 fois plus vite que nous. Ils ont beaucoup moins de points de vue sur la mort que nous. J'avais même entendu dire, suite à un décès, le jour de la cérémonie, il y avait je crois que c'est une petite fille qui devait avoir 4 ans, 5 ans. On lui a demandé de ne pas être là. Ben oui. Mauvaise idée? Chacun fait du mieux qu'il peut. Peut-être que la petite, c'était important qu'elle y soit pour accompagner ça, pour qu'elle puisse s'imaginer un peu, le vivre. Surtout à 4 ans, ils n'ont pas du tout le même lien à la mort que nous. Je trouve que l'idéal, c'est de pouvoir demander à l'enfant là où il en est. Okay. Il y a des enfants qui n'auront pas envie d'y aller. Et pourquoi pas? Il n'y a pas d'obligation d'assister à un enterrement. Il y a des enfants, moi, mon fils, quand mon père est décédé, il a eu besoin de voir toutes les étapes les unes après les autres. Ma fille, elle voulait pas. Il était en demande de ça. Il était en demande à l'hôpital, demande au moment du décès. Il a eu besoin de voir chacune des étapes avec une certaine sérénité. Ma fille a été plus dans la fuite. Donc c'est aussi respecter là où ils en sont chacun. Ça, c'est un premier conseil qu'on peut donner, notamment sur cet angle-là et sur cette thématique, c'est de laisser effectivement l'enfant s'exprimer sur ça. C'est ça, laisser s'exprimer. Son envie, son désir. Ouais. Et puis si on est embêté, si on n'y arrive pas, parce qu'on a nos limites, c'est vraiment oser faire appel. Il y a des bouquins, il y a des contes. Moi, j'ai écrit un conte qui s'appelle D'un monde à l'autre, qui parle de la mort d'un enfant. Donc, et puis il y en a plein d'autres. Il y a des thérapeutes qui sont là. Il y a la famille. Enfin, on peut toujours demander des relais quand on est dans nos limites. Et ça, c'est un sacré cadeau qu'on se fait et qu'on fait aux autres quand on montre qu'on accepte nos limites. Mais il est vrai aussi qu'au sein même de la famille, il y a évidemment les pour, les contre, on est un peu tiraillé, et le fait d'avoir une personne externe comme ça, comme vous, qui plus est, je pense que c'est une bonne idée. C'est intéressant parce que là, il y a un affect qui est énorme quand on vit des choses intenses comme ça. Vous avez la neutralité. Voilà, on a l'avantage de la neutralité, de cette écoute des différents... Et puis alors après, oui, il y aura toujours des avis pour, des avis contre, il y aura toujours des points de vue très intéressants de tout le monde. Là, c'est un autre truc, c'est comment on se fait suffisamment confiance pour offrir ce qui nous semble juste dans l'instant. Et ça, c'est valable pour tout.
Pour soi, pour la parentalité. C'est pour ça que quand on engage un processus lié à la parentalité, on engage un processus de soi à soi. Comment on fait confiance à son enfant quand on a du mal à se faire confiance soi? Vous pensez que tout est lié? C'est-à-dire que l'attitude ou le comportement de l'enfant, pour beaucoup, est dû effectivement peut-être aux névroses. On a tous des névroses, mais des parents ont des difficultés du transgénérationnel, de toutes ces choses-là. Moi, je pense que tout est lié, tout est imbriqué. Et je pense qu'il y a vraiment cette histoire de coéquipier, et ça je le vois en numérologie, c'est que nos enfants, ils viennent aussi pour nous accompagner à faire des pas de plus qu'on n'arriverait pas à faire tout seul. Comme nous, on va accompagner nos enfants à faire des petits pas qu'ils n'arriveraient pas à faire seuls. Et donc, c'est dans cette rencontre-là et dans ces rencontres qu'il y a plein de choses qui peuvent émerger, qui sont pas toujours confortables, qui sont pas toujours agréables, qui sont un peu des cacas planqués. Mais une fois qu'on les voit, on peut les transformer et on les libère et on devient de plus en plus soi. Et un enfant qui rencontre un parent qui est lui, dans toutes ses couleurs, il y a une vraie rencontre, quoi. Il y a une vraie présence. Pas besoin d'être 10 ans avec son enfant. Si on passe 5 minutes et qu'on est vraiment présent et qu'on est soi, c'est tout bénef. La difficulté, si je puis dire, c'est de se dire à quel moment un parent considère qu'il est lui. Bon, ça, alors, je pense qu'il y a toute une vie pour être soi. Déjà. Ça va changer parce qu'en plus, la vie est impermanente et la vie est changement permanent. Donc, en fait, le père qu'on était hier ou la mère qu'on était hier, ça se trouve, on se lève le matin, il y a déjà un changement, en fait. Donc, il faut aussi accepter ça. C'est sûr. Et c'est peut-être cette cohérence dans toute l'impermanence, c'est-à-dire de oser proposer ce qu'on est dans l'instant à l'enfant et d'oser se dire qu'à chaque instant, on peut se tromper et oser le dire aussi à l'enfant. Dire, écoute, j'ai n'importe quoi ce que je t'ai dit hier. En fait, je me rends compte, c'est complètement débile. Bon, je suis désolée, en fait, je vois et je vais faire autrement. Qu'est-ce que t'en penses? Oser aller leur demander aussi. Leur dire, t'en penses quoi, toi? Comment tu vois les choses? Ils ont tellement d'avis sur les choses, tellement d'éclairage. Aujourd'hui, quand vous, dans votre quotidien, j'imagine, vous devez rencontrer des situations incroyables ou voir, ne serait-ce que dans un supermarché, des comportements d'enfants. Non, mais j'imagine. Vous devez avoir une déformation professionnelle d'analyser les mômes de tout le monde. Mais je crois que j'ai un grand amour, en fait, pour les enfants, mais aussi, peut-être parce que je sais que c'est un job sacrément compliqué d'être parent. Mais même d'être vivant sur cette planète, c'est un job à part entière et c'est vraiment difficile. Donc, je crois que au fur et à mesure, je développe une forme d'humilité et j'aime observer les choses. Voilà, c'est vrai que je suis une observatrice. Alors ça, vraiment, c'est depuis toute petite. J'adore observer les comportements des gens parce que pour les comprendre, pour voir ce qui se trame. Et effectivement, j'observe beaucoup les interactions. Oui. D'ailleurs, j'écris pas mal de textes juste en observant quand je suis au resto ou des choses. C'est sûr. Voilà, observation, interaction parents-ados. Bon, alors, si vous croisez Virginie quelque part, avec votre enfant, faites gaffe. Mais... il va y avoir de l'analyse directe. Ça, c'est sûr. C'est pas empreint de jugement, vraiment. Enfin, je crois je crois pas. C'est plus. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce que vous faites. C'est vraiment d'observer parce que, on fait tous du mieux qu'on peut. Et puis, parfois, effectivement, ça serait chouette de pouvoir échanger. Bah oui. Mais ça doit vous brûler les lèvres à un moment donné que de dire non, réagissez pas comme ça parce qu'il est en train de vous exprimer quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ne voyez pas. Ouais. Mais ce que j'aimerais, c'est ça, c'est de pouvoir parfois dire. Regardez, là, il y a un truc qui est pas à vous, qui est en train de se réveiller. Vous êtes en mode automate, en mode réactionnel, et il y a tellement d'autres choses vachement plus fun qu'on peut s'offrir. Parce que vraiment, la parentalité, quand on sort de l'automate, on peut s'offrir un truc qui est vivant, mais qui est carrément joyeux, quoi, qui est nourrissant. Ça va pas être un long fleuve tranquille. On va se ramasser, on va se prendre des murs. Mais en fait, c'est tout l'enjeu, c'est tout l'intérêt. Et quand on met de sa créativité, en fait, on sort de tous les bouquins, même de la communication non violente, de la bienveillante, la machin, ou encore on est en train de prendre une formation et d'essayer de se la faire sienne. Ça peut être des outils qui sont intéressants, mais il y a un moment donné, le plus intéressant, c'est qu'est-ce que mon ventre y dit, quoi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en fait. Et ce qui rend souvent malheureux les parents et les enfants, c'est que la relation, il n'y a pas la rencontre. Il y a des inconscients, il y a des automatismes, il y a des croyances qui se rencontrent. C'est vrai que c'est dur d'être parent. Ouais, c'est super dur. Mais c'est un sacré terrain d'expérience, quoi.
Moi, ça a été mon plus grand terrain d'expérience. J'imagine, ouais. Puis moi, j'ai eu la chance de m'en mettre des dizaines par jour d'enfants. C'est clair. Ils sont tous venus appuyer sur les boutons les uns après les autres. Voilà. Mais vous devez aussi avoir des très belles histoires, des avant-après fantastiques. Ah, mais j'ai des histoires, mais elles sont incroyables. Des enfants avec des troubles autistiques. Moi, je kiffe de rencontrer ces enfants-là. C'est comme s'ils étaient des témoins vivants de ce vers quoi on peut aller, en fait. C'est des enfants qui ont une sensibilité accrue, qui captent les mondes visibles et invisibles. C'est des enfants qui ont des angles de vue tellement différents sur la vie. Des enfants trisomiques moi, j'ai le souvenir d'une enfant trisomique. Si j'étais absente émotionnellement pendant 5 minutes, elle me prenait les cheveux, elle tirait. Je déteste qu'on me tire les cheveux. Donc, ça m'obligeait à revenir tout de suite. Donc, ils sont... Elle sentait que vous étiez ailleurs. C'est des enfants qui n'ont pas forcément... Moi, j'ai beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de communication. Mais en fait, c'est grâce à eux que j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres communications. Et cette communication d'un langage non verbal, invisible, mais il capte tellement de choses. C'est pour ça que le parent, s'il veut mettre en place la communication bienveillante, oui, mon chéri, je t'entends, j'accepte ta colère, mais qu'à l'intérieur, ça bouillonne et ça dit, il me gonfle, l'enfant, il se communique, il se connecte à l'intérieur du parent. Il y a une dissociation, il y a une dissonance, c'est pour ça que ça marche pas. C'est l'intention en premier lieu qui est importante. Et si on n'est pas en cohérence avec son intention, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, il y a des enfants qui vont plus ou moins se plier, qui vont accepter, qui vont être plus ou moins dociles. Ouais. Et puis, il y a des enfants, comme beaucoup d'enfants avec des étiquettes, qui viennent mettre un bon coup de pied dans la fourmilière pour qu'on se remue les fesses. Qu'on bouge. On n'est pas conscient de ça, souvent. Ouais. Mais ouais, on n'est pas forcément conscient. Alors, évidemment, vous écrivez... Il y a le livre qui va sortir prochainement. Oui. Mais là, vous avez donné 2 titres parce qu'à un moment donné, vous dites comment tuer la mère parfaite et dans le titre, vous mettez comment tuer le parent parfait. Donc, oui, alors c'est comment tuer la mère parfaite. La mère parfaite. Voilà, il sort, alors j'ai eu la date hier, je crois qu'il sort le 8 octobre. Il est déjà en pré-vente dans toutes les librairies. Bon, donc, aux éditions Lanor. Lanor. Donc, il y a évidemment le livre, il y a les conférences. Voilà, la conférence qui est quasi achevée et qui va commencer à se balader un petit peu dans toute la France. Est-ce que c'est une conférence où on expérimente ou vous faites vivre des choses? Alors, pas forcément. Je pense que j'aurai des interactions avec le public quand même, mais c'est une conférence un peu théâtralisée. Okay. Donc, où il va y avoir à la fois des partages d'expériences et puis des scénettes, un peu des mises en scène pour expliquer, concrétiser un peu ce qui peut se passer dans la vie d'une mère et tous les déboires qu'on peut rencontrer. Et d'un père. Alors le père, ça viendra peut-être après. Qui galère tout autant. Voilà, là c'est la conférence, j'espère, elle pourra s'adresser à quelques pères aussi, mais c'est vrai que il y a une orientation un peu plus pour la mère parce que voilà, je parle de mon expérience. Bien sûr. Mais ça va venir le père. C'est pour ça que tu es la mère parfaite. J'ai failli vous demander, et puis en fait, c'est une question stupide, mais je vais quand même la dire pour le coup. Est-ce que vous êtes une mère parfaite? Bah non. Je suis parfaite dans mon imperfection. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Exactement. Et alors donc le spectacle, la mise en scène, parce que ça aussi c'est quelque chose. Est-ce que c'est une continuité de la conférence? Alors la conférence, c'est la mise en scène. Enfin, c'est ça. C'est ça. Ah ok, d'accord. Donc c'est un spectacle conférence. Voilà, c'est une conférence théâtralisée. C'est ça. D'accord. Parce que j'avais pas envie de proposer une conférence où encore il y a un sachant. C'est ça. Et des personnes dans un public qui attendent et qui reçoivent. C'est ça. J'avais envie de proposer, suggérer dans ces échanges et aussi parce que pour moi l'humour et la joie c'est des leviers extrêmement importants pour faire bouger les choses. Bien sûr. Voilà. Comment est-ce qu'on vous consulte? On peut? En visio? On peut? Oui, alors il y a en visio, il y a mon site, l'Envol des Lucioles, sur lequel on peut trouver tout ce que je propose. Et puis, je suis au sud de Nantes. J'ai un cabinet au sud de Nantes. Et puis après, je suis en itinérance aussi. Je propose de me déplacer en fonction des besoins. Voilà. Donc, il y a ces différentes possibilités. On va vous mettre autour de la vidéo l'intégralité des liens dont vient de parler Virginie. En tout cas, il y a je trouve que c'est très chouette ce que vous faites parce qu'il y a d'abord une prise de conscience. Ensuite, il y a un côté déculpabilisant pour les parents parce qu'il y a des solutions et que vous en êtes la preuve vivante. Et puis,
vous avez aussi cette légitimité parce que vous avez le courage de dire que vous avez été dans le cas des gens qui viennent vous consulter. Bah bien sûr. Moi, j'ai consulté beaucoup, je consulte encore, je me fais accompagner parce que parfois, se lire, comprendre ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas facile. Donc, il y a les thérapeutes, puis il y a les copains, les copines qui sont aussi des oreilles attentives. Bien sûr. Et oui, on est tous, en fait, je suis pas la réponse, c'est ça qui est important, c'est que chaque être qui vient me voir, chaque personne porte en elle les réponses aux difficultés. Moi, je les ai pas, en fait. Je vais juste les accompagner, les guider à trouver leur propre schéma et leurs propres réponses. Faire émerger ces réponses. C'est ça, c'est ça. Qu'ils trouvent leur propre créativité, leur propre couleur. Comment vont les enfants? Eh ben, ils vont plutôt bien. Ouais, ça va. Oui, ils vont plutôt bien. Chacun prend ses orientations. C'est Noam, votre fils, hein? Noam, mais voilà. Alors, Noam, qui n'était pas du tout scolaire, il fait quoi alors? Alors, Noam, il y a eu un miracle, il a eu son bac. Wow, il va me taper dessus. Pour quelqu'un qui n'est pas scolaire, bien vu. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on était tous étonnés et je suis hyper heureuse pour lui parce que voilà, ça lui fait. Ça, c'est fait. Ça facilite les choses au cas où, même si je m'en fichais complètement qu'il l'ait ou pas. Et puis, il a eu envie de partir dans la vie active. Donc, il s'expérimente et il s'explore au travers de différents boulots. Super, voilà. Super. Et puis Emma, elle c'est pareil, elle a eu un parcours un peu atypique scolaire parce qu'elle a eu envie d'essayer plein de choses. Moi, ce que je leur ai toujours dit, c'est quoi ton kiff dans l'instant? Si c'est ça qui te fait kiffer, vas-y. Quand ça sera plus ça, on changera. Mais est-ce que vous avez été une maman qui a poussé à dire passe ton bac et on verra après? Non, c'était pas. Parce que ça, c'est la phrase qu'on entend. Voilà, on rassure les parents, t'as ton bac, tu fais ce que tu veux. Non, Noam m'a permis de dégoupiller tout ça. Ouais. J'étais une bonne élève en plus, hein, donc je reviens de loin, moi. Donc il y a tout un parcours. Et grâce à lui, et je l'ai souvent remercié Noam pour ça, c'est que grâce à tout ce qu'il m'a proposé, j'ai ouvert tellement plus de portes pour aussi après mieux accompagner les enfants dans mon cabinet. Bien sûr. C'est ça qui est intéressant et ça se sent et ça s'entend chez vous, c'est que vous avez expérimenté. C'est ça. Donc maintenant, je le vibre. Donc quand je dis quelque chose, je suis en cohérence avec mon message. Évidemment. J'ai du mal à dire quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Bien sûr. Vous l'avez vécu très clairement. Ça s'entend. À bon entendeur, chers parents, vous savez maintenant à qui vous adresser. Merci beaucoup, Virginie. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment pour ce beau partage. On va mettre donc autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec Virginie. Regardez, commentez et partagez cette émission et ce rendez-vous. Et on se retrouve très très vite pour un prochain index. Salut.